Dimanche 17 janvier 2016, bonjour à tous, il est midi à Tel Aviv, vous êtes sur I24 à la une de l'actualité. Journée historique pour l'Iran après plus de 10 ans d'asphyxie économique. La levée des sanctions démarre, le monde entier applaudit, Israël s'inquiète. 3 jours de deuil national au Burkina Faso, le bilan de l'attentat, 29 morts, des Français, des Américains, des Suisses et des Canadiens parmi les victimes. Et c'est bien la France qui a été ciblée. L'armée française reste ultra présente sur le sol africain. En Syrie, on parle d'un véritable massacre. Les hommes de Daesh ont tué en quelques heures hier entre 130 et 300 personnes selon les sources. 400 autres civils auraient été enlevés. Il s'agit de soldats du régime et de leurs familles. Et puis ce geste rare, le pape François se rend aujourd'hui à la grande synagogue de Rome. Seuls 2 souverains pontifes avant lui ont effectué cette visite hautement symbolique. Droitiser, ce n'est pas une insulte. La petite phrase du jour est signée Manuel Valls pendant 1h30 sur le grill de Laurent Ruquier hier soir sur France 2. Le Premier ministre a abordé tous les sujets. Les temps forts, ce sera dans moins de 30 minutes dans ce journal. Bienvenue à tous. C'est donc un accord historique. Il avait été signé il y a 6 mois et il entre en vigueur aujourd'hui. Conséquence directe, la levée des sanctions contre l'Iran. Cette puissance régionale aux riches ressources pétrolières et gazières refait son entrée sur les marchés internationaux océanicoles. Ça y est, l'accord sur le nucléaire iranien entre officiellement en vigueur 6 mois après sa signature. L'Agence internationale de l'énergie atomique a donné son feu vert ce samedi. Elle souligne que Téhéran a rempli sa part du contrat. L'Iran ayant rempli ses engagements, aujourd'hui les sanctions économiques et financières multilatérales et nationales liées au programme nucléaire iranien sont levées selon l'accord du mois de juillet. L'Union européenne s'est félicitée de la finalisation de cet accord. Pour Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, c'est une étape majeure, mais cet accord ne plaît pas à tous. En tête des contestations, Israël et l'Arabie saoudite. Le président iranien Hassan Rouhani en avait fait sa principale promesse à son élection en 2013, lever les sanctions qui pèsent sur les 77 millions d'habitants du pays. Le chef de la diplomatie iranienne a lui salué une journée historique. Cette réussite démontre clairement qu'avec de la volonté, nous pouvons résoudre les problèmes les plus difficiles et trouver des solutions pratiques. Ceci est un message encourageant et fort que la communauté internationale doit garder à l'esprit dans nos efforts pour faire du monde un endroit plus sûr. Je vous remercie. Un tournant diplomatique qui marque aussi un rapprochement entre les États-Unis et l'Iran. Les 2 pays avaient rompu leurs relations diplomatiques en 1980. Un rapprochement qui s'est précisé quelques heures plus tôt avec un échange de prisonniers iraniens contre 4 Américains, dont le journaliste Jason Rezaian du Washington Post. Il était détenu à Téhéran depuis plus de 500 jours. Aujourd'hui, l'accord nucléaire iranien passe d'une série de promesses ambitieuses à des actes quantifiables et à un vrai progrès. Aujourd'hui, grâce aux actions entreprises depuis juillet dernier, les États-Unis, nos amis et nos alliés au Moyen-Orient, ainsi que le reste du monde, sont plus en sécurité, car la menace d'une arme nucléaire est réduite. La levée de l'intégralité des sanctions sera échelonnée sur 10 ans. En cas de manquement de la part de Téhéran, les mesures pourront être immédiatement rétablies durant les 15 premières années. L'Iran accepte également de se soumettre à des inspections régulières de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les embargos de l'ONU sur les armes conventionnelles sont eux maintenus jusqu'en 2020. Et l'impact économique de la levée de ces sanctions est considérable. On voit ça avec vous, Johanna Citruc. Oui, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une levée progressive des sanctions sur une période de 10 ans. D'ailleurs, si jamais l'Iran manque à ses engagements donc sur le domaine nucléaire, ces mesures seront automatiquement rétablies, remises en œuvre. Du coup, tout ne va pas changer rapidement, ne va pas changer en quelques heures ni en quelques jours. Et il va falloir un petit peu de temps pour que Téhéran ressente vraiment les effets de la levée de ces sanctions. Par exemple, on sait que le pays a beaucoup d'avoirs gelés, bloqués sur des comptes à l'étranger. En tout, il y aurait près de 150 milliards de dollars, ça fait un petit peu moins de 140 milliards d'euros. Mais dans un premier temps, l'Iran ne va pas tout récupérer, il ne va récupérer qu'une petite partie de ces fonds, quelques dizaines de milliards de dollars, 30, 40, peut-être 50. Alors, conséquence importante de la levée de ces sanctions, c'est la levée de l'embargo pétrolier.
Oui, l'Iran détient les 4e plus grandes réserves de pétrole au monde et le pays va désormais pouvoir donc exporter, vendre son or noir librement. Téhéran parle déjà de plus de 500 000 barils par jour, ce qui devrait lui rapporter énormément d'argent, plusieurs milliards de dollars. En revanche, le président Hassan Rouhani a conscience que le cours du brut a beaucoup baissé ces derniers mois. Actuellement, on est un petit peu en dessous des $30 le baril. Et bien ce dimanche, il a annoncé la mise en place de réformes afin de diversifier son économie, afin de limiter donc la dépendance de l'Iran aux hydrocarbures, puisqu'il faut savoir qu'actuellement 80% des exportations c'est du pétrole. Voilà, alors il y a les échanges sur les hydrocarbures et puis des échanges commerciaux dans tous les domaines d'ailleurs avec les Occidentaux qui sont très attendus. Oui, les entreprises iraniennes vont pouvoir donc accéder à des marchés plus grands, plus importants, et qui dit plus de clients dit généralement plus de ventes. Et puis surtout, les entreprises occidentales vont pouvoir revenir, réinvestir à Téhéran. Ces derniers mois, on a pu voir un défilé de délégations étrangères dans la capitale. Pour les Français, on pense notamment à PSA, à Renault, à Total ou encore à Airbus. Il s'agit d'un marché très convoité puisque les quelques 80 millions d'habitants qu'il y a en Iran sont plutôt intéressés par tout ce qui est produit américain, produit européen. Donc de façon générale, on peut dire que la levée de ces sanctions va vraiment redynamiser l'économie iranienne. Selon le Fonds monétaire international, en 2016, la croissance devrait remonter aux alentours de 5%. Merci Johanna. Et quelques heures avant la mise en place de cet accord, un échange de prisonniers s'est tenu entre Téhéran et Washington. 7 détenus iraniens contre 4 irano-américains. Chloé Demoulin. C'est un signe fort du dégel des relations diplomatiques entre Téhéran et Washington. La justice iranienne a libéré ce samedi 4 prisonniers irano-américains. Parmi eux, le correspondant du Washington Post, Jason Rezaian, arrêté en juillet 2014 à Téhéran, accusé d'espionnage et de collaboration avec des gouvernements hostiles. Il avait été condamné à une peine de prison dont la durée n'a jamais été rendue publique. Le pasteur protestant Saïd Abedini, 35 ans, qui avait été condamné à 8 ans de prison en 2013, va aussi pouvoir retrouver sa liberté. Saïd Abedini était accusé d'établir et d'initier des églises locales afin de transgresser la sécurité nationale dans le pays. Nous, les avocats, nous sommes toujours très heureux quand des gens comme Saïd Abedini, qui ont été arrêtés ou emprisonnés pour des accusations similaires en Iran ou aux États-Unis, sont libérés et peuvent retourner dans leur famille grâce aux bonnes relations créées entre les deux pays. Le troisième prisonnier concerné par cette grâce inédite est l'ex-marine de 32 ans, Amir Hekmati. Arrêté en août 2011 durant une visite à sa grand-mère en Iran, il avait été reconnu coupable d'espionnage au profit de la CIA. Aucune information n'a en revanche filtré sur le quatrième homme libéré, un certain Nosratollah Khosravi. En échange, 7 Iraniens ont également été relâchés par les États-Unis, tous poursuivis ou condamnés pour avoir vendu à l'Iran des équipements industriels, notamment satellitaires. Et pour bien comprendre l'ampleur de l'application de cet accord, on va jeter un coup d'œil à la presse de ce dimanche. Le ton n'est pas franchement le même selon les pays concernés. Cyril, on démarre par la presse iranienne où c'est un jour de fête. Oui, le 5e anniversaire des printemps arabes est un peu passé inaperçu. Un anniversaire sans faste. En revanche, ce mois de janvier 2016, on s'en souviendra comme étant celui du printemps perse, vraisemblablement. En 2 ans à peine, l'Iran est passé du statut d'État paria, asphyxié économiquement, à genoux, un statut d'État légitime, de retour dans le concert des nations, avec un rôle presque incontournable dans la résolution des conflits brûlants de cette région, à savoir le Yémen, mais également la Syrie. Donc pas étonnant, vous l'avez dit, que la presse iranienne s'en réjouisse ce matin. Excellente journée pour Le Monde, titre en une donc le Iran Daily, un quotidien anglophone proche du pouvoir. Pour le caricaturiste du journal, vous allez le voir, 2016 sera une année faste pour l'économie iranienne, l'année du grand retour des investisseurs étrangers, dégel des 100 milliards de dollars d'avoirs vont faire du bien certainement à l'économie iranienne au moment où le baril de Brent, lui, vous savez, est passé en dessous de la barre des $30. Cette victoire, souligne le Figaro, presse européenne, donc c'est celle du président Rouhani, double victoire même puisque vous le savez, la levée des sanctions, eh bien, elle coïncide avec la libération de 7 Iraniens emprisonnés aux États-Unis en échange de celle de 5 prisonniers irano-américains, dont le journaliste du Washington Post. Donc on jette un coup d'œil sur la une de ce journal américain, Jason Rezaian. Un joli coup pour Obama, écrit le Washington Post, mais aussi il va très certainement avoir une pluie de critiques de la part des républicains qui vont fustiger la capitulation du président américain.
En revanche, Cyril, la levée des sanctions met en rage les deux grands alliés des États-Unis dans la région, à savoir Israël et l'Arabie Saoudite. Et on commence par la presse israélienne avec cette une très révélatrice, vous allez voir, des préoccupations de Jérusalem. Pendant qu'en Iran, on fait la fête, le Moyen-Orient s'inquiète, écrit le journal proche du pouvoir. Rouhani, lui, continue de sourire et malgré l'essai balistique, malgré l'humiliation des marins américains, écrit le journal proche du pouvoir, l'Iran a été récompensé. Alors humilié également John Kerry, le secrétaire d'État américain, croqué sur ce dessin de Shlomo Cohen, avec la même posture, vous allez voir que les marins américains, sous ce titre, les États-Unis et l'Iran signent la levée des sanctions. Même tonalité pour le quotidien panarabe, Achar Kalawasat, financé en grande partie par les Saoudiens. Feu vert pour le nucléaire iranien et critique républicaine des capitulations du président Obama. On finit avec cette caricature. Après la levée des sanctions, Jawad Zarif, tout sourire, peut poursuivre son monologue. Le monde, lui, est devenu sourd. Merci Cyril pour cet aperçu. Et alors que dans les grandes chancelleries, on applaudit cette victoire diplomatique, on vient de le voir, en Israël, on est plutôt inquiet. Première réaction du Premier ministre par voie de communiqué, le voici. Israël continuera à surveiller la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire et informera de toute violation de son implication. Même après la signature de l'accord nucléaire, l'Iran n'a pas abandonné son ambition d'acquérir des armes nucléaires. L'Iran continue de travailler à déstabiliser le Moyen-Orient. L'Iran répand la terreur dans le monde entier en violation de ses obligations internationales. Fin de citation. Et toujours concernant Israël, cette nouvelle initiative européenne qui provoque la colère de Jérusalem, là aussi, un texte qui nie l'existence des implantations dans tout futur accord commercial qui lie Israël à un pays européen. Le Parlement européen devrait passer au vote en début de semaine. Shirley Le Pen. L'Europe persiste et va adopter lundi une nouvelle résolution concernant Israël. Après la mise en place de la procédure d'étiquetage des produits israéliens en novembre dernier, le Parlement européen réaffirme aujourd'hui sa position vis-à-vis des implantations israéliennes. Initiée par la Suède, l'Irlande et la France, la résolution redéfinit la distinction entre l'État d'Israël et les territoires acquis par l'État hébreu en 1967. Par le biais de cette résolution, l'Union européenne précise que tout accord passé entre elle et Israël ne sera pas applicable aux implantations israéliennes. Un écho à la position diplomatique du Parlement européen sur le conflit israélo-palestinien, le Parlement réitère sa participation dans le processus de paix et renouvelle sa proposition de la création de 2 États. L'Union européenne en profite pour souligner que la résolution ne vise pas à boycotter Israël, mais à mettre Israël et l'autorité palestinienne au même niveau face aux exigences internationales. Les 28 ambassadeurs européens se rencontreront lundi afin de discuter de la proposition. Pour Israël, pas question de se plier aux termes de la résolution. Plusieurs ambassadeurs israéliens dénoncent cette nouvelle tentative de l'Union européenne de séparer Israël de ses implantations conquises en 1967. Pourtant, les conséquences contre Israël pourraient être sévères et conduire à de nouvelles sanctions. 12h13 à Tel Aviv, c'est le journal. Vous êtes sur I24, l'essentiel de l'actu avec vous, Éléonore Veil. Bonjour Barbara. À commencer par le résultat de ces élections à Taïwan. L'élection de la nouvelle présidente, Tsai Ing-wen, figure de l'opposition, pourrait compromettre la politique de rapprochement menée ces dernières années entre Taïwan et la Chine. Pékin a par ailleurs déjà prévenu, le gouvernement chinois ne bougera pas d'un pouce et ne tolérera jamais une activité sécessionniste de Taïwan. Deuil national de 3 jours au Burkina Faso, 2 jours après le raid djihadiste contre un hôtel et un restaurant de Ouagadougou. Dernier bilan, 29 morts et une trentaine de blessés, dont de nombreux étrangers. Et puis c'est une nouvelle page qui s'ouvre, selon le président Hassan Rouhani, nouvelle page dans les relations entre l'Iran et le reste du monde après l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire et la levée des sanctions économiques imposées pendant des années à son pays. À noter également la réaction du Premier ministre israélien. Israël ne permettra pas à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Fin de citation. Voilà pour les titres, merci Éléonore. On jette tout de suite un coup d'œil à la météo de ce dimanche.
C'est le journal, il est 12h15. En seulement 5 jours, 3 villes frappées par le terrorisme. Istanbul, Jakarta et ce week-end Ouagadougou au Burkina Faso. 3 villes, mais une même volonté de tuer des Occidentaux un peu partout dans le monde. Le bilan de ces dernières attaques s'élève à 29 morts, dont au moins 2 Français. Gabriel Nolin. 19h45, ce vendredi, l'assaut djihadiste débute. Des explosions et des tirs retentissent devant l'hôtel Splendide, fréquenté par de nombreux Occidentaux et membres de l'ONU. Des hommes armés pénètrent dans l'hôtel de la capitale du Burkina Faso après avoir échangé des tirs avec les forces de sécurité et brûlé des voitures devant l'hôtel. Les contrôles de sécurité à l'entrée sont insuffisants pour les arrêter. Le commando djihadiste exécute des personnes à l'intérieur et prend également des otages. Un café à proximité, le Cappuccino, lui aussi à forte clientèle occidentale, est également pris pour cible. Des témoins parlent de plusieurs morts. On a entendu le coup de feu dans la salle. Donc, ils ont commencé à tirer, tout le monde s'est couché à terre. Et dès que tu soulevais la tête, on t'abattait directement. Donc il fallait faire semblant seulement d'être morte. Et on venait même à nous toucher par les pieds pour voir si quelqu'un est vivant ou pas. Et quand ils sont sortis, ils ont mis le feu au Cappuccino. Et le feu, la fumée a commencé à étouffer d'autres personnes et les survivants, et chacun a commencé à se diriger vers la porte. À 2h du matin, les forces burkinabées, appuyées de militaires français, lancent l'assaut dans l'hôtel. Des drones américains assistent les forces armées pour leur fournir des informations. Ils progressent lentement dans cet immeuble de 147 chambres. Les échanges de tirs sont nourris. Un incendie déclenché par les terroristes est maîtrisé par les pompiers. Dans la matinée du samedi, les forces de l'ordre parviennent à libérer des otages, tandis que les affrontements se poursuivent dans les étages. L'assaut de l'hôtel se termine finalement vers 8h30 du matin, heure locale. L'attaque a été revendiquée par le groupe d'Aqmi Al-Mourabitoun, ce même groupe qui se trouvait derrière les actions similaires de l'hôtel Radisson au Mali il y a 2 mois. Et on va plus loin avec vous, Mathias Inbar. C'est bien la France qui a été ciblée dans cette attaque, l'armée française qui reste ultra présente sur le sol africain. Oui, cela fait plusieurs années, Barbara, que la France est présente sur le sol africain. Et pourquoi? Tout d'abord parce que la France attaque frontalement, directement les infrastructures de l'AQMI. L'AQMI, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'AQPA également en Afrique. Et c'est elle que la France vise, alors dans plusieurs pays, notamment dans le G5 du Sahel, c'est-à-dire 5 pays du Sahel qui, aujourd'hui, se battent contre Al-Qaïda. On parle notamment de l'opération Barkhane et tout ce qui va avec, c'est-à-dire toutes les armées qui se battent contre Al-Qaïda, aujourd'hui, sont la cible des djihadistes et donc en grande partie la France. Voilà, et on le voit sur cette carte, la présence française sur le sol africain. Sur toute cette ligne du Sahel. D'ailleurs, les généraux français avaient déjà déclaré que se battre contre Al-Qaïda et contre Daesh sans se battre sur cette ligne du Sahel, ça ne résout absolument rien. Voilà, ça ne servirait à rien. Et puis on le sait, c'est un attentat signé AQMI, Al-Qaïda. Est-ce qu'il faut craindre une rivalité entre Al-Qaïda et Daesh, une rivalité meurtrière? Il y a une véritable course à la terreur et de savoir qui impressionnera le plus l'autre. Et donc dans cette rivalité aujourd'hui entre l'AQMI et Daesh, il y a surtout ces petits groupes de bédouins, ces petits groupes de Touaregs qui aujourd'hui, ces milices-là, qui portent allégeance à un groupe ou à un autre. Et donc dans cette course à la terreur, il y a surtout celui qui impressionnera le plus. On l'a vu hier ou avant-hier plus exactement avec ces attentats. Et surtout, l'exemple le plus marquant, Barbara, il est à chercher du côté de la France. Les attentats de l'année dernière de janvier entre les frères Kouachi, qui se revendiquent immédiatement d'Al-Qaïda, et Ahmedi Koulibaly, qui lui avait porté allégeance à Daesh. On voit cette course à la terreur. Voilà, la course à la terreur. Merci Mathias. Dans le reste de l'actualité de ce dimanche, cette visite hautement symbolique. Le pape François doit visiter aujourd'hui la grande synagogue de Rome, 6 ans, jour pour jour, après Benoît XVI. François sera le 3e souverain pontife de l'histoire à visiter cette synagogue et il sera accueilli dans quelques instants par l'actuel grand rabbin Riccardo Di Segni. Bonjour Avi Pazner. Bonjour Barbara. Vous étiez ambassadeur d'Israël
à Rome. C'est vous qui avez œuvré à la mise en place des relations diplomatiques entre Jérusalem et le Vatican. Pourquoi cette visite du pape François aujourd'hui est-elle importante? Premièrement, c'est déjà devenu une tradition. La visite la plus importante, c'était celle du pape Jean-Paul II en 1986, qui était une grande première. Jamais un pape n'avait visité une synagogue. Et c'était là la percée. Après, comme vous l'avez si bien dit, Benoît XVI est venu aussi visiter. Et aujourd'hui, nous avons la visite papale. C'est extrêmement important parce que ça va au-delà de la petite communauté juive romaine qui compte 15 000, 16 000 personnes. Ça s'adresse au monde juif tout entier. Et le grand rabbin Riccardo Zessegni a déjà dit que dans son discours, il mentionnerait le lien profond qui attache les Juifs à Israël. Pour bien faire rappeler au pape que quand il visite une synagogue, c'est aussi en Israël qu'on suit cette visite. Est-ce que c'est un message aussi universel à l'heure où la religion est plus que jamais une excuse pour tuer? Le pape François vient dire aujourd'hui que la religion peut rapprocher aussi. Absolument. Et vous avez vu que dans ces visites africaines, par exemple au Kenya, elle était parlée aux musulmans. Aussi en Centrafrique, elle était parlée aux musulmans. Aujourd'hui, il parle aux juifs. Le pape François, qui est un rénovateur, essaye ici vraiment de mettre les religions sur un pied d'humanisme et d'humanité, contrairement à ce qui se passe malheureusement avec Daesh, avec Al-Qaïda, avec tous ces mouvements qui ont pour but le verser de sang. Et là, le pape veut donner un message contraire avec une religion qui avait été persécutée par l'Église catholique pendant de longs siècles. Alors justement, vous l'avez dit, c'est Jean-Paul II qui a été le premier pape à se rendre dans une synagogue. C'était une percée, une petite révolution. Est-ce que depuis, on peut dire que les relations entre juifs et chrétiens ne cessent de s'améliorer? Eh bien, écoutez, je peux vous dire une chose, c'est que quand je suis venu à Rome en 1991, c'est grâce à cette visite que j'ai pu entamer les négociations avec le Vatican pour établir les relations diplomatiques. Et je crois que depuis qu'Israël a des relations diplomatiques avec le Vatican, qui représente quand même plus que 1 milliard de catholiques dans le monde, il y a une meilleure atmosphère entre les deux religions. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est idéal? Pas encore, mais certainement une meilleure atmosphère, une meilleure compréhension. Voilà, une visite que nous suivrons évidemment sur notre antenne cet après-midi. Merci Avi Pazner d'être passé nous voir. Dans le reste de l'actualité, la tension qui reste vive en Allemagne plus de 15 jours après les agressions sexuelles de Cologne. Hier soir, vous le voyez sur ces images, des centaines de réfugiés syriens étaient dans la rue. Ils ont manifesté pour condamner la vague d'agressions qui ont marqué, vous le savez, la nuit du Nouvel An. Le sentiment anti-immigré dans le pays ne cesse de prendre de l'ampleur. Et c'est dans ce contexte qu'on s'arrête sur une caricature signée Charlie Hebdo qui n'en finit pas de faire du bruit. Le petit Taylan, tripoteur de fesses, s'il avait survécu, l'amalgame est vivement dénoncé. On voit ça avec vous, Lise Barenbaum. Oui, un dessin signé Rhys, le patron de Charlie Hebdo, qui montre un migrant avec un visage de cochon un peu pervers à la poursuite d'une femme sous le titre « Que serait devenu le petit Taylan s'il avait grandi ?» Réponse, vous l'avez dit, tripoteur de fesses en Allemagne, en référence bien sûr aux agressions sexuelles du Nouvel An qui ont eu lieu à Cologne, une ville qui a accueilli beaucoup de réfugiés syriens. Alors on se souvient de cette photo qui a ému le monde entier, la photo du petit garçon de 3 ans échoué sur la plage, mort en septembre dernier. Et en représentant l'enfant comme un agresseur sexuel potentiel, le caricaturiste s'est attiré les foudres de tout le monde, de ses confrères journalistes, mais aussi des internautes sur les réseaux sociaux, comme en septembre dernier, avec un dessin déjà de Charlie Hebdo où on voyait l'enfant échoué sur la plage avec un panneau publicitaire McDonald's qui indiquait 2 menus enfants pour le prix d'un et la légende grinçante si près du but. À l'époque, le hashtag « Je ne suis pas Charlie » avait fleuri sur la toile. Voilà la patte Charlie qui crée toujours la polémique et ce dessin a même provoqué des réactions au sein même de la famille du petit Taylan. Oui, ça n'a pas beaucoup plu à la famille Kurdi, notamment le papa Abdallah Kurdi qui a aussi perdu sa femme et un autre fils en même temps qu'Elan. Il a confié à l'AFP qu'il avait pleuré en voyant le dessin. Selon lui, ce dessin est inhumain et immoral. Les journalistes sont des criminels de guerre et des terroristes comparables à ceux qui ont causé des milliers de morts et de déplacés en Syrie et ailleurs. La tante du petit Taylan a aussi réagi.
sur la chaîne américaine CBS. Elle trouve le dessin dégoûtant et aurait voulu un peu plus de respect. Et puis, on note même la réaction d'une reine qui a décidé d'utiliser la même arme que Charlie, à savoir une autre caricature. Oui, la reine Rania de Jordanie qui a publié en guise de réponse un dessin sur ses comptes Facebook et Twitter. Un dessin exécuté par le caricaturiste jordanien Osama Hadjadj. On y voit le petit garçon gisant sur la plage avec à côté un enfant plus âgé qui porte un cartable et un médecin avec le même titre. Que serait devenu le petit Elan s'il avait grandi? Et la reine répond: Elan aurait pu devenir un médecin, un enseignant ou un père affectueux. Charlie Hebdo ne s'est pas exprimé sur cette affaire, mais le dessinateur Luz, lui, a répondu avec un article intitulé « Le dessin satirique expliqué aux cons » pour expliquer aux lecteurs l'humour assez cynique de Charlie Hebdo. Merci Lise. Voilà pour cette affaire. À suivre dans le journal, la boulimie médiatique de Manuel Valls. Le Premier ministre a fait sa 25e apparition télé en 5 mois. C'était hier soir sur le plateau d'On n'est pas couché sur France 2. Les temps forts et le bilan, ce sera dans un peu moins de 5 minutes. Restez avec nous.